Et nous recevons pour vous, fidèles téléspectateurs, deux invités pour parler de la création des comités locaux de dialogue, mais également de l'extension de l'état d'urgence annoncé le lundi dernier par le ministre de la Justice. Mahamoudou Savadogo, expert en sécurité, est sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci pour l'invitation et joyeuse fête des Pâques. Merci. Nous disons également bonsoir à Zakaria Souré, qui est enseignant-chercheur et sociologue. Bonsoir. Avant donc de passer à l'analyse de cette décision qui consiste à créer des comités locaux de dialogue avec les groupes armés, je vous propose de suivre cet éclairci apporté par le ministre de la Réconciliation nationale, Yero Boli, sur le sujet. C'était à l'issue du Conseil des ministres du 13 avril 2022. Mon département a soumis au Conseil des ministres pour appréciation la mise en place de cette structure qui a pour mission d'accompagner des initiatives endogènes, parce qu'il nous a été donné de constater que sur le terrain, il y a un besoin de dialogue, un besoin de communication entre des fils du Burkina Faso en armes contre la nation et des personnalités locales, des personnes ressources de leur localité d'origine. Et au niveau du gouvernement, nous pensons qu'il est de notre devoir de saisir cette opportunité pour encourager toute initiative de dialogue endogène qui doit aboutir, qui doit nous permettre d'aboutir à un apaisement et à un retour de la paix dans les localités concernées. Je dois préciser quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de négociation. Ce n'est pas l'État qui négocie, ce sont des acteurs locaux qui négocient avec des fils du Burkina Faso. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que beaucoup de combattants dans les groupes armés, leur large majorité du reste, sont des Burkinabés. Donc ce sont des nationaux. Et dans certaines localités, il est apparu ce besoin de communiquer entre eux et les communautés, les leaders des communautés de base. Et le gouvernement a pensé qu'il était utile non seulement d'encourager cette initiative, mais de faire en sorte qu'elle soit coordonnée pour conduire à un accueil de tous ceux qui accepteraient de déposer les armes et de revenir pour une insertion sociale d'abord, professionnelle ensuite. La création de ces comités locaux de dialogue a été actée par un décret pris en Conseil des ministres le 13 avril 2022. On parle là de dialoguer et non négocier. Alors, Mahamoudou Savadogo, est-ce que la précision apportée par le ministre Yero Boli est assez claire pour vous sur ce sujet-là? Merci. Je dirais que, en tout cas à mon niveau, ce n'est pas, je ne perçois pas trop, mais je me dis quand même que peut-être qu'en parlant de dialogue, c'est la volonté des deux parties à rentrer en contact d'abord et la volonté des deux parties à trouver un terrain d'entente. C'est ça peut-être qu'on fait allusion, c'est ce à quoi on fait allusion. Maintenant, quant à la négociation, c'est comme une reddition ou c'est comme une entente où l'autre partie a pris le dessus. Mais je me dis que des deux côtés, et pour moi en tout cas ça fait partie de la solution, et il est important effectivement qu'on prenne contact avec ces enfants qui ont basculé de l'autre côté. Et il est important aussi que l'on sache quelles sont les causes qui ont poussé ces enfants à basculer, afin de pouvoir trouver des solutions pérennes. Pas des solutions temporaires, mais des solutions pérennes. On parle souvent de hommes armés non identifiés. La question est de savoir qui est en face. Effectivement, la question est de savoir qui est en face, à qui on a affaire. Parce que pour le cas du Burkina, les groupes armés locaux, si vous voulez, la communautarisation endogène a commencé dès 2016 avec la création du premier groupe armé terroriste qu'on a appelé Ansarul Islam et dirigé par Malam Diko. Donc depuis 2016, on avait déjà des Burkinabés qui étaient enrôlés, des Burkinabés qui avaient pris des armes contre des Burkinabés. Maintenant, ils ont une forme d'organisation parce que au niveau de ces groupes locaux, nous avons un certain nombre, une stratégie et une stratification d'ailleurs de ces groupes
et qui remontent jusqu'aux groupes internationaux. Parce qu'on ne peut pas parler même de dialogue, on ne peut pas parler de rentrer en contact avec ces groupes locaux sans aussi parler de leur affiliation. Donc je parle ainsi du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et le GENIM qui est dirigé par Agali et Amadou Koufa, et je parle aussi de l'État islamique au Grand Sahara. Donc juste pour que on comprenne que ces groupes ils sont affiliés à deux grands groupes. Les groupes locaux sont affiliés à deux grands groupes. Et au niveau des groupes locaux aussi, nous avons ce qu'on appelle des émirats. Il y a l'émirat du Sahel et il y a l'émirat de l'Est. Et l'émirat de l'Ouest qui est en train aussi de se former. Et au-dessus de chaque émirat, il y a ce qu'on appelle un émir, c'est-à-dire un grand leader qui commande les groupes locaux. Donc, au niveau de l'émirat du Sahel, vous avez des katibas. Les katibas, c'est des groupes combattantes et qui en ont fait une répartition du Sahel et qui chacun contrôle une partie du Sahel. Ensuite, au niveau de l'Est, c'est la même chose. Ils en ont fait une répartition et chaque leader local contrôle une partie de la région de l'Est. Donc, ça veut dire que c'est bien stratifié. Et maintenant, il va falloir effectivement identifier non seulement les leaders locaux, et aussi identifier aussi les combattants. Parce que ce n'est pas toujours évident, puisque les combattants, et deux fois les leaders ne viennent pas forcément de la communauté dans laquelle la personne est leader. Je prends l'exemple de la région de Kompienga, qui pourrait avoir un leader, qui est même un leader béninois. Voilà, un ancien braconnier béninois qui pourrait être le leader dans cette zone, mais qui ne vient pas de la localité. Donc ça veut dire que ça pourrait être difficile, effectivement, d'établir le contact. Donc ce n'est pas forcément un natif de la localité qui est leader dans cette localité. Donc il y a tout ça qu'il va falloir défaire avant vraiment d'entamer peut-être le dialogue, ce qui ne va pas être facile. Alors, vous dites quelque chose de très important. Il faut savoir avec qui dialoguer, justement pour que ces échanges qui vont se tenir au cours de ces concertations puissent avoir de la valeur. Oui, justement, c'est le point le plus difficile ici et c'est le point essentiel qui peut permettre donc les accords auxquels ces dialogues vont aboutir là puissent être des accords durables, respectés. C'est qui tire les ficelles, qui combat. Il faut arriver à identifier ces acteurs-là. Qui a intérêt à ce que le combat perdure? Qui a intérêt à ce que cette situation de trouble puisse exister pendant longtemps? Donc c'est véritablement un travail d'identification qu'il faut faire, un travail de repérage des zones, de leurs leaders et des ficelles qui pourront conduire donc à trouver ces gens-là. Ça, c'est le vrai travail à faire. Peut-être comme le comité pourra avoir un ancrage local, peut-être que le contact peut être beaucoup plus aisé par rapport donc à si le comité était donc national. Donc on a la chance, mais maintenant c'est une question de démarche. Comment on marche, comment on pose les problèmes, quelle liberté on donne au comité pour pouvoir aller vers les acteurs qui tirent les ficelles. Parce que quand on regarde les conflits comme ça, comme Sadreux le dit, vous avez les combattants et le plus souvent, le combattant ne décide pas. Vous avez son responsable et qui a aussi un autre responsable. Ce sont ces responsables-là qu'il faut arriver donc à identifier. Alors, parlant de leaders des communautés de base, ces personnes qui seront mises au devant pour dialoguer avec les groupes armés, on a vu que durant ce conflit armé qui oppose le Burkina à ces hommes non identifiés, comme on aime bien le dire, ces mêmes leaders ont été pris pour cible. Il y a beaucoup de leaders qui ont été tués pendant ces différentes années de lutte. Est-ce que ceux qui sont toujours présents n'auront pas peur, justement? Ah, là, ça dépendra de l'État. Parce que si l'État montre aux leaders qui sont toujours là, qu'il prend en compte leur sécurité, si l'État leur dit, bon, votre sécurité est essentielle pour nous et que l'État mette les moyens pour pouvoir assurer leur sécurité, on verra qu'il y a beaucoup donc qui vont sortir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se camouflent parce qu'ils ne savent pas ce qu'une prise de position contre les acteurs violents ou une dénonciation
ils ne savent pas ce que ça peut leur coûter. Donc, ils font profil bas en attendant. Et je pense que l'un des problèmes, ce qui a aggravé souvent aussi notre problème sécuritaire, c'est à ce niveau-là, parce qu'on n'a pas protégé ces leaders-là. Parce que le leader a un discours, le leader a une pratique, le leader a des alliances qu'il peut activer, et ces alliances peuvent permettre à certaines personnes de ne pas se faire enrôler ou d'éviter donc des fréquentations qui peuvent les amener ailleurs. Mais on n'a pas su les protéger. Maintenant, il faut prendre au sérieux leur sécurité et voir comment l'État va travailler à ce qu'il y ait moins de menaces sur la vie de ces leaders-là. Et cela assuré, on verra qu'ils sauront où aller. Parce que de façon générale, quand on regarde nos sociétés tiennent parce qu'il y a d'anciennes alliances qui lient différents acteurs. Que ce soit des acteurs au sein d'une société ou des acteurs à l'extérieur des sociétés, il y a toujours des alliances. Maintenant, il faut qu'on arrive avec un recul suffisamment long et suffisamment profond pour pouvoir voir quelles sont les vieilles alliances qui ont tenu et quelles sont les alliances qu'on peut réactiver aujourd'hui qui permettent d'amener les gens à la table de dialogue. Parce qu'il faut savoir l'entrée, sinon les gens ne viendront pas discuter. J'aimerais bien vous entendre sur cette question. Oui, sur cette question, j'aimerais ajouter que, en plus de ces groupes, de ces leaders locaux, de ces groupes armés terroristes, on a d'autres acteurs dont il faut prendre en compte. Ces acteurs, c'est des bandes criminelles. Alors, il faut retenir que les groupes armés au Burkina, qui sévissent au Burkina, bénéficient d'un large réseau de bandes criminelles qui sont ancrées, qui ont un ancrage profond dans toute la sous-région. Quand je parle de la sous-région, le Ghana, le Togo, le Bénin, ils ont des bandes criminelles qui contrôlent toutes ces zones. Ça veut dire qu'il y a aussi des enjeux économiques. Il y a ces enjeux économiques qu'il faut prendre en compte. Donc, ça veut dire que les alliances qu'ils ont nouées avec ces bandes criminelles ne seront pas aussi faciles à défaire. Même si toutefois ils décidaient aujourd'hui de déposer les armes, vous avez une autre catégorie d'acteurs qu'il va falloir neutraliser, qui sont les bandes criminelles. Et vous savez que les bandes criminelles fonctionnent en réseau, ils fonctionnent aussi en termes économiques, qui est beaucoup plus alléchant que peut-être l'offre que nous allons proposer à nos frères qui vont décider de retourner. Et sans oublier que les groupes armés terroristes ont réussi depuis 2016 à détruire tout ce qui est fait facteur de résilience endogène. Et ces facteurs de résilience endogène, c'est qui? Ce sont des leaders locaux, ce sont des leaders communautaires, religieux, traditionnels, qui servaient à déconstruire les discours radicaux. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir d'abord reconstruire ces facteurs locaux, ces facteurs endogènes de résilience. Beaucoup se cachent, beaucoup ont fui les localités. Exactement. Et beaucoup ne sont même plus crédibles aux yeux des populations parce qu'ils ont abandonné ces populations depuis des années. Et aussi, beaucoup se sont investis dans la politique. Donc, si vous voulez, c'est un travail qui est nécessaire. Ce que le gouvernement fait, c'est un travail qui est nécessaire. Mais c'est un travail qui ne va pas avoir des résultats tout de suite. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce qu'il y ait des résultats tout de suite, parce qu'il va falloir construire très lentement avant d'avoir des résultats. Sinon, ça va être vraiment très difficile d'avoir en tout cas des résultats probants tout de suite. Et aussi, il va falloir déterminer quelles sont les causes, parce que chaque région a sa dynamique. Les causes qui ont entraîné le basculement de chaque région sont propres à la région. Donc, on ne pourra pas appliquer les mêmes résolutions pour toutes les régions. Donc, une méthodologie. Voilà. C'est une méthodologie caractérisée par la spécificité de chaque région. Il y a effectivement des régions où on aura besoin de ce dialogue-là pour avancer, mais il y a des régions où c'est déjà presque trop tard. Il va falloir d'abord ramener la stabilité, ramener la paix par la force, avant d'entamer, sinon ce n'est même pas possible. On a atteint un degré où ce n'est vraiment pas possible. Vous faites allusion à quelle région comme ça? Je fais par exemple allusion à la région du Centre-Nord, qui a basculé après le drame de Yirgou. Cette région, nous sommes à un niveau de violence dans cette région qui fait qu'aujourd'hui, il est presque difficile d'identifier les acteurs
et même de les faire asseoir face à face pour discuter. Parce que vous avez plusieurs acteurs qui interviennent dans cette région. Vous avez d'une part et les groupes armés Vous voulez terroristes. donc dire que le cas du Centre-Nord est plus critique que celui du Sahel? Pas forcément. Mais si on veut appliquer forcément le dialogue, c'est pas évident. Voilà. Donc, on a des groupes armés terroristes qui sont au Centre-Nord, qui sont des acteurs, différents groupes armés d'ailleurs. On a les VDP, on a les Koglouyego, on a l'État et à travers les FDS. Donc, ça veut dire qu'il va falloir réunir toutes ces entités pour trouver une solution. Et il y a eu beaucoup de violence, il y a eu beaucoup de sang coulé, il y a eu beaucoup d'injustice. Et là, il va falloir calmer tous ces acteurs. Irgou qu'il faut le souligner, Exactement. traîne toujours au niveau de la justice. Exactement. Donc, il va falloir résoudre. Alors que si on tape sur le dossier Irgou, c'est pas évident que il ne s'en crée pas d'autres frustrations au sein même des alliés de l'État. Donc, ce qui fait que il va falloir trouver le juste milieu pour avoir la solution la plus pérenne ou bien la plus adaptée à la situation. Alors, le président du FASO a pratiquement emboîté votre pas pour revenir sur les origines justement de ce mal qui mine le Burkina depuis plusieurs années. Il a longtemps fait cas d'une crise interne plus qu'une incursion terroriste étrangère. Alors, Zakaria Soré, selon vous, qu'est-ce qui peut pousser les Burkinabés à s'auto-déchirer? Il y a beaucoup de causes. Mais déjà, il faut souligner que si les Burkinabés sont arrivés à la violence, c'est qu'il y a eu une dynamique internationale aussi qui a été favorable. Et cette dynamique internationale a permis à des groupes de s'armer, d'avoir accès aux armes et aux moyens, à la technique de combat et de pouvoir donc revenir régler des comptes au niveau local maintenant. Au niveau local, il y a beaucoup de sources de conflits. Il y a de très anciennes querelles qui ont été réveillées ces derniers moments avec l'opportunité que certains groupes ont eu d'avoir accès aux armes, qui ont voulu donc maintenant, comme ils sont armés, de pouvoir régler des vieux comptes qui datent peut-être des siècles qu'on veut régler. Il y a aussi la possibilité que la dissension entre les Burkinabés soit liée aussi à des questions donc de dynamique locale, liées peut-être à la production, liées peut-être aux questions foncières, liées peut-être aux questions de propriété. Et quand on écoute que ce soit ceux qui sont donc dans la résistance contre les groupes armés, ou souvent donc certains messages des groupes armés, ces questions-là reviennent. Des questions foncières qui ont été mal gérées, des questions de partage donc de la ressource naturelle locale mal gérée, des questions de cohabitation entre des acteurs mal gérés. Et on peut également donc revenir à un certain nombre de choses. Les questions culturelles, quoi qu'on dise, on ne peut pas oublier ces questions culturelles. Et quand je dis questions culturelles, je vois à la fois la question de religion, parce que, qu'on le veuille ou pas, il y a une certaine radicalisation au sein de notre population. Et cette radicalisation a conduit certains acteurs donc, à la violence. Et un acteur qui a produit aussi la violence et qui, quand on regarde, on a l'impression qu'il est neutre dans la violence, c'est l'État lui-même. L'État qui est souvent à la base donc, de l'enrôlement de certains Burkinabés dans les groupes violents, dans les groupes donc armés. L'État, pourquoi? Parce qu'il y a que l'action de lutte contre le terrorisme a produit donc des victimes et des frustrés de la position de l'État. On a vu les premiers moments de la lutte, il y avait déjà un discours qui tentait donc à faire de certaines personnes des associés des terroristes, mais il y a aussi qu'il y avait une difficile distinction entre les terroristes, les non-terroristes, liés donc au fait qu'ils habitent le même espace géographique. La question de complicité. La question de complicité et la question d'accusation, parce qu'il y a beaucoup qui ont été liquidés, pour parler un peu dans le jargon militaire, il y a beaucoup qui ont été liquidés et qui n'avaient rien à voir avec les terroristes. Et
les parents, les ayants droit et autres affiliés de ces personnes. À ce niveau, on a vu des organisations de défense des droits humains qui ont émis des plaintes concernant justement des exactions qui auraient été commises. On se rappelle bien que le gouvernement annonçait dans le temps l'ouverture d'une enquête pour faire la lumière sur ces cas. Oui, on a eu vraiment des levées au niveau de la société civile qui se bat pour le respect des droits humains. Mais il y a également que si ces acteurs donc, lèvent la voix pour condamner ou pour dénoncer, c'est qu'il y a eu des pratiques. Et ces pratiques ont permis donc de constituer un stock important de frustrés qui se sont fait enrôler dans des groupes violents. Et l'autre côté aussi, c'est que en dépit donc de ces dénonciations, de ces voix qui sont levées, il y a des enquêtes qui ont été faites, mais on arrive à une situation où les acteurs n'ont pas trop confiance à une enquête faite par l'État. Les résultats qu'ils vont donner, ils vont trouver qu'il y a quelque chose donc, qui ne va pas. Et ça fait qu'on n'arrive pas à convaincre que certains n'ont pas été victimes parce qu'ils sont des parents des autres ou certains n'ont pas été victimes parce qu'ils habitent un tel village. Et ces gens-là, aujourd'hui, constituent un lot important. Donc, pour désamorcer, ça veut dire qu'il faut non seulement accompagner des questions de justice parce que beaucoup sont partis parce qu'ils sont victimes d'injustice, mais aussi il faut accompagner donc, des questions de réparation en termes donc, économiques et en termes sociaux. C'est ça qu'il faut le voir. Alors là, la crise, elle est multidimensionnelle. Oui, la crise est multidimensionnelle. Elle est hybride, d'autant plus qu'il y a plusieurs acteurs. Et plus nous avançons aussi dans cette crise, on voit que les acteurs ne font que se démultiplier, ce qui complexifie encore le dénouement. Et par exemple, dans ce dialogue, est-ce qu'il faut intégrer les VDP dans le dialogue? Est-ce qu'il faut intégrer les corps ruraux dans ce dialogue? Parce qu'eux aussi, ils font partie de la solution. Ils ont contribué à apaiser certaines localités, comme ils ont contribué à exacerber la crise dans certaines localités. Il y a des messages que les groupes armés terroristes ont passés aux populations dans certaines localités. La condition, par exemple, qu'ils ont posée dans certaines localités aux populations pour qu'ils aient la paix, c'est qu'ils ne veulent plus qu'il y ait des VDP au sein de ces communautés. Ils ne veulent plus qu'il y ait des corps ruraux au sein de ces communautés. Est-ce que nous allons accepter cela? C'est la question qu'on se pose. Et sans oublier que les groupes armés terroristes sont aujourd'hui, je peux dire que leur offre est beaucoup plus alléchante que l'offre étatique. Que ce soit l'État burkinabé, l'État malien ou l'État nigérien, nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons un nombre important de groupes armés terroristes au Sahel. Alors, lorsque vous dites que l'offre est plus alléchante, comment est-ce qu'on peut comprendre cela? L'État propose une réinsertion sociale et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il peut proposer d'alléchant du moment où l'avenir est incertain pratiquement à ce niveau? Alors, déjà, il faut reconnaître que ceux qui s'enrôlent, c'est parce que déjà, ils ont perdu tout espoir. Ils ne se sentent pas burkinabés d'ailleurs lorsqu'ils s'enrôlent parce qu'ils n'ont pas ce sentiment d'appartenance-là. On n'oublie pas qu'il y a d'autres qui s'enrôlent par la contrainte également. Exactement. Oui. Je parle de ceux même qui s'enrôlent volontairement. Okay. Parce qu'ils veulent, par exemple, même un gain ou bien ils reprochent beaucoup de choses à l'État. Parce que vous savez très bien que il y a des jeunes ou il y a des populations aujourd'hui qui ils en veulent à l'État parce qu'il y a eu des zones où l'État a très peu investi. Il y a eu des zones où la seule présence de l'État qu'ils connaissaient, c'était la présence répressive. C'est-à-dire lorsqu'ils voyaient un agent de l'État, c'est pour venir percevoir les impôts ou c'est pour venir racketter les pauvres populations. Donc, c'est pour vous dire que ce sentiment a été exacerbé pendant un certain temps et aussi a connu le dénouement avec, bien sûr, la disponibilité de l'armement, la disponibilité et de ce qui peut engendrer la violence, c'est-à-dire les armes, les UED, etc. Et c'est ça qui a engendré le basculement de beaucoup de populations. Sans oublier que l'absence de l'État a aussi contraint certaines populations à rejoindre le groupe armé terroriste parce que tout simplement, ces populations n'avaient pas le choix, puisqu'elles ne sont pas protégées par l'État qui devait les protéger. Il y a même des familles aujourd'hui qui ont, si vous voulez, donné leurs enfants au groupe armé terroriste
pour bénéficier de la protection de ces groupes armés terroristes. Parce que lorsque ton enfant est de l'autre côté, forcément, la famille, c'est comme un gage de sécurité pour la famille. Il y a des familles aussi qui les ont donnés dans ce cas-ci par la force. Oui, par la force. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui. Et quand vous devez payer la zakat, quand vous devez payer, lorsque vous êtes, lorsqu'ils contrôlent votre zone, des fois ils viennent prélever des taxes. Et lorsque vous n'avez pas les troupeaux nécessaires ou bien lorsque vous n'avez pas les moyens nécessaires pour payer ces taxes, eh bien, vous devez donner un enfant ou un bras valide pour les aider dans leur lutte. Moi, j'ai eu la chance en 2018-2019 de participer à ce type de dialogue au Mali, parce que le Mali déjà avait engagé un dialogue avec ces groupes armés terroristes sur le territoire malien. Et c'était au moment du Premier ministre Boubacar, au moment de Ibeka. Et lorsqu'on est rentré dans la salle, il y avait les représentants de ces groupes armés terroristes qui étaient là. Et le Premier ministre, en son temps, avait demandé, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi au juste? C'est quoi vous attendez de nous? Mais la réponse a surpris tout le monde. Ils ont dit non. Nous ne voulons pas grande chose. Ce que nous voulons, c'est la bonne gouvernance, beaucoup plus de justice dans la répartition des richesses naturelles. Nous voulons que vous arrêtez votre acquaintance avec les Occidentaux. Et si vous pouvez faire ça, si tout de suite vous nous dites que vous pouvez respecter ça et lutter contre la corruption et la persécution faite sur certaines communautés, si vous pouvez arrêter, nous on arrête le combat. Et le Premier ministre, bien sûr, n'a pas pu répondre à ça. Mais, ils ont dit qu'il faut qu'eux, ils veulent informer le gouvernement qu'eux, ils ne recrutent plus. Ils ne font plus des campagnes de recrutement, c'est les jeunes qui viennent vers eux. Lié à la réponse apportée dans la lutte contre le terrorisme, cette réponse est tellement inadaptée qu'aujourd'hui, ils disent que c'est les jeunes qui viennent vers eux, par milliers. Donc, c'est ces informations qu'on a eues en son temps. Et je pense que l'État malien avait déjà commencé à engager ce dialogue-là pour comprendre et puis pour récupérer ces zones. Et ils ont mis en place un certain nombre de mécanismes, et d'où le recrutement dans les régions de ces jeunes-là, et afin qu'ils ne basculent pas dans l'extrémisme violent. Le Niger aussi a ouvert des portes pour les combattants, par exemple, de Boko Haram. Le Niger a ouvert des portes et permettre aux leaders, à leurs leaders, de réintégrer la communauté dans laquelle ils sont. Mais ça se passe au niveau du leader. C'est le leader qui est l'intermédiaire entre les combattants et le gouvernement. Mais ce cas-ci, on voit que le gouvernement met les leaders en avant. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une fuite en avant? Parce que lorsqu'on a vu le ministre réagir à l'issue du Conseil des ministres, il a dit que ce n'est pas l'État qui négocie, mais les leaders des communautés de base. Oui, c'est ça qui rend encore incertain ces dialogues-là. Parce que si l'État ne négocie pas, si l'État ne dialogue pas, c'est comme si on disait que l'État n'a rien à faire avec ces territoires occupés. Voilà pourquoi il prend la posture de celui qui est très loin et qui regarde les autres faire. Je pense que c'est obligatoire que l'État soit partie prenante de ces comités locaux-là. Il faut que l'État vienne accompagner le dialogue. Parce qu'il y a un certain nombre d'engagements, il faut que ce soit l'État qui les prenne. Il y a un certain nombre de contradictions de ce que ces groupes vont demander. Il faut que ce soit l'État qui donne la réponse. Parce que si on laisse les communautés à la base entreprendre le dialogue avec les autres, on est presque sûr qu'on n'aura pas les résultats escomptés. On aura des gens qui vont sortir de l'État parce qu'il n'y aura plus donc des comportements conformes aux principes de l'État dans ces zones. Il n'y aura pas également donc des réponses qui vont rentrer en compte. Ce que je veux dire, c'est que laisser les communautés aller dialoguer. L'État dit qu'il ne négocie pas, mais je pense qu'il n'y a pas de différence. Laisser donc les communautés aller dialoguer avec ces groupes, avec toute la puissance de fait que ces groupes ont aujourd'hui, c'est laisser les populations se faire imposer les normes de ces groupes-là. Parce que les gens, quand ils viennent comme ça, c'est à eux de vous donner les conditions. Si vous voulez la paix, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand c'est comme ça, ce n'est plus un dialogue.
Donc, il faut que l'État soit présent pour définir les grandes lignes de négociation, pour définir les éléments sur lesquels l'État peut laisser quelque chose tomber, l'État peut laisser un certain nombre de choses. Forcément, en ramenant l'État au centre de la négociation, on permet à l'État et à ces acteurs-là de rappeler à tous les groupes que les négociations se font dans le cadre d'un État respectueux d'un certain nombre de principes de fonctionnement. Et parmi ces principes, il faut marteler donc sur les questions de laïcité, il faut marteler sur les questions de justice sociale, il faut marteler sur un certain nombre de questions qui sont hautement républicaines. Donc, il faut que l'État soit là. Alors, Mahamoudou Sawadogo, vous preniez à l'instant même l'exemple d'autres pays qui ont initié de tels cadres de dialogue. Ça me fait un peu penser au cas du Burkina, où justement, jusqu'à présent, il n'y a pas de revendication claire qui a été mise sur la table. On ne sait pas justement ce que le camp d'en face veut. Les camps d'en face, disons, parce qu'il y a plusieurs groupes, comme je l'ai dit, oui, et qui ont différents principes. Il y a des groupes où la revendication est le principe, il y a des groupes où la revendication c'est l'exception. Et aussi, la revendication n'est plus aujourd'hui un principe parce que, vous savez, les groupes armés arrivent à s'adapter très rapidement à l'évolution de la situation. Avant, leur commandement était très centralisé. C'était le commandement central qui donnait tout, qui donnait les ordres et ceux d'en bas exécutaient. Mais à partir de 2019-2018, ils ont changé leur approche parce qu'ils ont vu que non seulement il y avait la concurrence avec d'autres groupes, mais aussi ils ont vu qu'il était mieux de décentraliser leur commandement. Donc ce qui fait que, à un moment donné, ils ont dit aux groupes locaux, allez-y, menez vos opérations. Maintenant, si nous on juge nécessaire, nous allons vous dire, nous allons revendiquer. Ou si vous menez des actions d'éclat, nous allons revendiquer ou pas. Cela dépendra de la stratégie. Mais il se trouve aussi que dans leur stratégie d'acceptation de la part de la population, il y a des actions lorsque la population est beaucoup atteinte, ils refusent cette revendication parce que ça leur porte eux-mêmes préjudice. On a l'exemple de Solhan, où un massacre a bien été commis par, en tout cas, un membre du groupe armé, mais où aucun membre du groupe armé n'a reconnu la paternité de ce massacre. Mieux, ils ont même communiqué en disant que ce n'était pas eux. Donc, vous voyez que c'est aussi une guerre de stratégie qui se mène. Donc, pour moi, la revendication n'est pas forcément une raison ou bien n'est pas forcément un principe chez les groupes armés. Ils se sont juste adaptés à la situation. Et si cette situation peut rendre beaucoup plus confuse et la démarche des autorités, tant mieux pour eux. Et ça joue en leur faveur. Et sans oublier que il y a dans tout ça des règlements de comptes, il y a dans tout ça des questions aussi liées au grand banditisme et à la criminalité. C'est ce que je voulais dire. Nous avons affaire à une menace dynamique et hybride. Et où, au niveau de chaque attaque, il va falloir peut-être pousser au plus loin les investigations pour voir réellement de quel type d'attaque il s'agit. Et au niveau même de dialogue qu'on va essayer de mener avec ces groupes armés et ces groupes armés terroristes, comme je le répète encore, quels sont les acteurs qui vont intervenir? Si c'est les leaders locaux, si c'est les leaders locaux qui étaient là, qui doivent mener le dialogue, quels sont les leaders qui ont été identifiés? Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce qu'ils sont crédibles aux yeux de la communauté? Et est-ce qu'ils sont acceptés par ceux qui veulent dialoguer? Et les conditions, comme le disait mon frère, il y a des conditions qui ne pourront pas satisfaire. Parce que ça relève de l'État. Je prends juste un exemple banal. La question des VDP. Est-ce que si les groupes vous demandent, nous ne voulons plus des VDP, est-ce qu'un leader local peut prendre la décision sur lui de dire, ok, à partir d'aujourd'hui, dans mon village, il n'y aura plus de VDP? Alors que nous savons que les VDP ont été votés
par une loi. Mais à vous entendre, on a l'impression qu'on est dans une dynamique de négociation. Or, l'État ne parle pas de négocier, il parle de dialoguer. Il parle d'ouvrir les bras à ceux qui sont prêts à déposer les armes et à revenir dans la nation et combattre ceux qui poursuivent dans cette lancée de s'opposer par les armes, en fait. Ok, si c'est le cas, est-ce que l'État a mis en place un cadre pour accueillir ceux qui veulent venir? Le cadre, c'est quoi? C'est un système de DDR, démobilisation, désarmement et puis réinsertion. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une institution qui a été créée et qui est capable aujourd'hui de mettre en place cette structure et de ramener ces personnes-là? Le Premier ministre a fait cas de ce plan de déradicalisation qui, semble-t-il, est en cours lorsqu'il était face aux élus de l'ALT. Justement, voilà pourquoi il faut rapidement peut-être mettre ce cadre et ouvrir la brèche comme l'a fait le Niger. On a l'exemple du Niger qui a ouvert la brèche et on a eu des combattants de Boko Haram qui ont accepté effectivement de déposer des armes et qui sont revenus vers leur communauté. Mais là, il faut s'assurer que la communauté d'accueil est prête à les accueillir, est prête à les pardonner. Et là encore, il va falloir activer le levier du système communautaire. C'est-à-dire, la justice est communautaire. Est-ce que d'abord la communauté est prête à les accepter? Un. Deux, est-ce qu'il y a un leader qui peut faire intermédiaire entre eux et l'État? Le Niger, c'est un exemple vraiment clair qui permet de nous éclairer. Et peut-être on peut s'en inspirer. Parce que chez eux, il y a des chefs. Et c'est à travers les chefs que les combattants sont venus. Ils ont remis les armes aux chefs, pas à l'État. Et c'est les chefs qui ont transféré les armes, qui ont fait le point. Et au retour, l'État met en place un dispositif et les prend en charge, mais toujours à travers le chef. Aujourd'hui, nous avons combien de chefs qui sont sur place? Aujourd'hui, nous avons combien de leaders crédibles aux yeux de ces jeunes qui sont partis? Parce que d'abord, pour pouvoir dialoguer avec ces jeunes, il va falloir à un moment donné que ces jeunes vous écoutent, que vous soyez crédibles. Mais c'est là toute la question. Quand vous prenez des zones où il y a deux entités, deux chefs qui se battent dans la même zone, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va trouver vraiment un leader? Est-ce que ça ne va même pas créer la mise en place de ces comités-là, ne vont même pas créer d'autres tensions communautaires? On espère donc que non et on souhaite plein succès aux travaux de ces comités locaux de dialogue. Le ministre de la Justice a annoncé lundi dernier le fait que l'état d'urgence pourrait être étendu à tout le territoire national. Zacharia Soré, comment est-ce que vous appréciez cette initiative qui pourrait advenir? Moi, je ne l'apprécie pas bien parce que quand vous êtes déjà habitué au fonctionnement d'un État normal, vous avez peur donc de l'état d'urgence. Parce que l'état d'urgence ouvre une fenêtre qui est une fenêtre de restriction des libertés individuelles et collectives. Parce que la loi sur l'état d'urgence le dit clairement, quand on est en situation d'état d'urgence, il y a la possibilité qui est donnée à l'autorité de pouvoir donc mettre hors d'état de nuire. C'est une possibilité des personnes qu'on trouve dérangeantes. Il y a la possibilité donc de dissoudre un certain nombre d'organisations, qu'elles soient politiques ou associatives. Il y a la possibilité de faire un rappel à l'ordre de certaines personnes quand on juge que leurs propos sont des propos qui vont à l'encontre donc de la dynamique de recherche de la sécurité. Donc pour moi, l'état d'urgence n'est pas une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Et la chose dans laquelle on est tombé aujourd'hui, c'est de penser que pour pouvoir être efficace dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre le terrorisme, il faut noyer les droits humains. Il faut faire en sorte que les gens ne puissent pas s'exprimer. Donc il faut un état, une sorte d'état de nature où l'autorité en charge de la production de la sécurité a toute la possibilité d'agir comme il veut pour qu'on puisse ramener la sécurité. Donc pour moi, c'est une mauvaise chose sur deux aspects. Premièrement, parce que c'est évident si on va l'appliquer
il y aura forcément une restriction des libertés individuelles et collectives. Et deuxièmement, c'est sur le front même de la sécurité, parce que l'application de l'état d'urgence dans la lutte contre l'insécurité va amener forcément donc des abus. Et vous savez qu'aujourd'hui, le terrorisme est content quand il y a des abus de l'armée. Donc plus l'armée fait des abus, plus le terrorisme recrute beaucoup encore. On a plusieurs localités qui sont sous état d'urgence depuis plusieurs années. Tout à fait, mais comment on les applique là aussi, c'est ce qui fait rire au Burkina, parce qu'on décrète l'état d'urgence et on n'est pas sûr même qu'on pourra l'appliquer. Où l'état d'urgence est facile à être appliqué, c'est dans les grands centres urbains, où l'État peut dissoudre des associations, où l'État peut arrêter des gens parce que ils tiennent un certain nombre de discours qu'ils ne veulent pas entendre. Mais dans certaines localités, l'état d'urgence aujourd'hui fait rire parce que vous n'avez pas un représentant de l'État qui peut dire qu'on est en train d'appliquer ces principes-là. Ça n'existe pas parce que l'État a fui. Je pense que c'est le mot, il n'est pas fort. L'État a complètement fui certaines localités aujourd'hui. Et si l'État a fui et il décide, qui va assurer donc l'application de la chose? Mahmoudou Sawadou. Oui. Est-ce Pour une moi, bonne on chose devrait- d'étendre l'état d'urgence? Je pense qu'on donne encore du travail à nos yes. entités qui devraient se concentrer plus sur le front sécuritaire. Et en étendant l'état d'urgence, et pour moi, ça va même à l'encontre de cette stratégie qui consiste même à dialoguer et avec les Burkinabés fâchés, avec les Burkinabés qui ont rejoint l'autre camp. Parce que le dialogue n'est pas, pour moi même, le dialogue n'est pas uniquement dans le sens où il faut aller entre les Burkinabés qui ont basculé et les Burkinabés qui n'ont pas basculé. Il y a aussi le dialogue qu'il faut rétablir entre les centres urbains et les centres ruraux. Il y a le dialogue qu'il faut rétablir entre l'État et même sa population. Donc il faut à tous les niveaux rétablir ce dialogue-là. Mais je pense que l'état d'urgence va venir et peut-être plomber et peut-être cette initiative-là et cet élan qui était effectivement de resserrer et de renforcer la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Et en plus, lorsqu'on a vu l'exemple et sur les zones, dans les zones rurales de l'application de l'état d'urgence, on voit que c'est comme une mécanique qui ne fait qu'être renouvelée sans pour autant faire le point et le bilan des résultats engrangés en décrétant l'état d'urgence. Lorsqu'on a décrété l'état d'urgence dans une zone, on n'a plus jamais pu arrêter de décréter l'état d'urgence dans ces zones parce que cette zone n'a fait que continuer à devenir de plus en plus rouge et à basculer. Donc une mesure qui a été prolongée, perpétuellement prolongée. Oui, ça veut dire que, et regardez les zones où il y a eu l'état d'urgence, au contraire, l'état d'urgence a peut-être permis même aux groupes armés de recruter au maximum. Lorsqu'on interdit la circulation, lorsqu'on interdit l'orpaillage artisanal, lorsqu'on ferme certains marchés, qui est le gagne-pain des populations, lorsqu'on ferme l'économie de la nuit, ben, c'est un nombre important de jeunes qui sont obligés presque de rejoindre les groupes armés terroristes pour pouvoir survivre et pouvoir gagner leur pain. Et je suis convaincu que si aujourd'hui, dans certaines localités, on levait l'état d'urgence, ça allait peut-être permettre à ces jeunes-là de mieux s'en sortir plutôt que de migrer. Et je pense que c'est tout ça même d'ailleurs qui justifie le nombre de personnes déplacées internes que nous avons. Parce que plus les zones reculées sont, et il y a des mesures de coercition, plus les populations sont enclines à aller vers les zones où il n'y a pas ces mesures de coercition. Donc on a Kaya, on a Fada, on a Waiguia, où on a des personnes déplacées internes qui se concentrent. Il y a une grande concentration de personnes déplacées internes. Et je rappelle encore une fois, le Burkina a le plus grand nombre de personnes déplacées internes en Afrique de l'Ouest et aussi dans les pays du G5 Sahel. On est à 2,8 millions. Le Mali est à 400 000 personnes déplacées internes. Le Niger est à peine à 300 000 personnes déplacées internes. Mais il va falloir à un moment donné s'asseoir et se demander, mais qu'est-ce qui pousse des Burkinabés, qu'est-ce qui justifie que le Burkina, il y a le plus grand nombre de personnes déplacées internes? Peut-être que ça fait partie aussi des mesures ou de la réponse que nous apportons. C'est ça peut-être qui justifie que nous avons
tout ça. N'est-ce pas les attaques armées justement qui les font fuir? Justement, mais ça va créer d'autres phénomènes. Vous savez qu'aujourd'hui, on n'a pas la même forme de criminalité et aujourd'hui à Ouaga que les années passées. Vous avez une criminalité beaucoup plus audacieuse, beaucoup plus violente, parce qu'il y a des armes à disposition et parce que les jeunes sont de plus en plus enclins à ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont effectivement pas d'activité à faire. Et donc, cette concentration des jeunes dans une petite ville, effectivement, fait naître ce phénomène de criminalité et d'autres formes de criminalité. En plus d'autres phénomènes liés à l'administration. Et vous avez des villes qui sont sous stress, où il n'y a plus d'eau, d'électricité, et tout ça lié au fait que ces villes n'étaient pas préparées à accueillir ce nombre important de personnes déplacées. Il y a aussi la conurbation qui fait qu'il y a des villes qui vont bientôt se rejoindre parce que les populations sont en train d'étendre d'une ville à une autre. Et tout ça, ça va être difficile pour l'administration d'organiser à la fin et même pour faire répartir les personnes déplacées internes. On va donc de défi en défi pratiquement au Burkina Faso. Merci à vous, chers invités, pour avoir pu développer ces deux grands points qui portent sur la création des comités locaux de dialogue et la possibilité d'étendre l'état d'urgence au Burkina annoncé par le ministre de la Justice. Nous poursuivons avec la rubrique « Ils ont dit ». Mon département a soumis au Conseil des ministres pour appréciation la mise en place de cette structure qui a pour mission d'accompagner des initiatives endogènes parce qu'il nous a été donné de constater que sur le terrain, il y a un besoin de dialogue, un besoin de communication entre des fils du Burkina Faso en armes contre la nation et des personnalités locales, des personnes ressources de leur localité d'origine. Et au niveau du gouvernement, nous pensons qu'il est de notre devoir de saisir cette opportunité pour encourager toute initiative de dialogue endogène qui doit aboutir, qui doit nous permettre d'aboutir à un apaisement et à un retour de la paix dans les localités concernées. Je dois préciser quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de négociation. Ce n'est pas l'État qui négocie, ce sont des acteurs locaux qui négocient avec des fils du Burkina Faso. Parce que ce que beaucoup ignorent, c'est que beaucoup de combattants dans les groupes armés, leur large majorité du reste, sont des Burkinabés. Donc ce sont des nationaux. Et dans certaines localités, il est apparu ce besoin de communiquer entre eux et les communautés, les leaders des communautés de base. Et le gouvernement a pensé qu'il était utile non seulement d'encourager cette initiative, mais de faire en sorte qu'elle soit coordonnée pour conduire à un accueil de tous ceux qui accepteraient de déposer les armes et de revenir pour une insertion sociale d'abord, professionnelle ensuite. Nous sommes venus transmettre le message d'encouragement de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Nous avons tenu à les rassurer de tout notre soutien et nous avons tenu aussi donc à leur dire que des efforts sont déployés pour leur permettre d'être renforcés en équipement, donc pour leur permettre de lutter contre le terrorisme. Nous sommes venus aussi leur dire que tout le gouvernement est à pied d'œuvre pour ce travail donc, de lutte contre le terrorisme. Et je repars satisfait de voir que le moral des troupes est au beau fixe. Nous devrons voir au niveau des classes moyennes quelle est la contribution, aussi infime soit-elle, qu'on peut apporter afin de réunir des recettes pilotées par un organisme indépendant avec des personnes de droiture morale pour affecter ces ressources à ceux qui sont actuellement dans le besoin. Si nous ne faisons rien, nous serons jugés par l'histoire. Si nous ne ferons rien, nous porterons dans notre conscience
un désastre humanitaire aux conséquences incalculables. Pour notre cas ici, la question de l'insécurité. La question ici est de savoir quel indicateur on va utiliser pour mesurer en tout cas la sécurisation du territoire au fur et à mesure. Et le dernier discours du chef de l'État a en tout cas contribué à semer les doutes par rapport à cette question, lorsqu'il dit que si la sécurité s'améliore, on pourrait revoir la durée de la transition. Ce qui veut dire implicitement que si l'insécurité s'aggrave, on pourrait prolonger la transition. Donc il y a un doute par rapport à cela, et je pense qu'un des défis de la transition serait que des indicateurs précis soient édictés pour mesurer la sécurisation du pays et savoir à quel moment on organise les élections. Effectivement, il y a un mandat d'arrêt qui avait été effectivement lancé contre Blaise Compaoré. Blaise Compaoré est de nationalité ivoirienne et l'État de Côte d'Ivoire a refusé son extradition. C'est un principe qui est en vigueur. Il arrive effectivement qu'il y ait dérogation, sinon aucun État n'extrade son national. Mais en tout état de cause, s'il y a lieu, évidemment, le Burkina Faso prendra donc ses responsabilités de ce point de vue. Cette invitation, c'est de notre initiative pour marquer le fait que nous sommes disposés au dialogue. Et les acteurs que nous avons rencontrés l'ont reconnu. C'est une première. Et nous allons poursuivre le dialogue. Et nous avons tenu à les rencontrer parce que ce sont des forces d'écoute. Ce sont des forces de proposition. Et nous avons aussi tenu à leur expliquer que nous sommes dans une nouvelle dynamique de dialogue permanent, de dialogue constructif avec eux. Et ça va se poursuivre. Et j'ai tenu également à dire, notamment aux organisations syndicales de travailleurs, que nous avons instruit les ministres de ressortir tous les dossiers pendants, notamment les protocoles d'accord qui avaient été signés avec les gouvernements précédents pour voir comment est-ce qu'on peut résoudre, comment est-ce qu'on peut prendre en compte les préoccupations. En décidant d'ancrer définitivement le pilotage ou la gestion de l'aéroport de Docin au niveau du ministère des Transports, c'est qu'on s'est dit que toute l'expertise, notamment ceux qui sont chargés donc, de la sécurité ou de la sûreté aéronautique, se trouve au niveau du ministère des Transports. Donc, au niveau du ministère des Transports, vous avez les structures telles que l'ANAC, donc l'Agence nationale de l'aviation civile. Vous aviez des structures comme la RAGAE, vous aviez des structures comme l'ASECNA, qui est en fait notre partenaire au niveau donc, de la sous-région, qui vont certainement travailler à côté donc, de nos techniciens pour permettre finalement que cet aéroport-là, qui est en réalité donc un projet stratégique, puisse sortir définitivement de terre. Donc il n'y a pas mieux ailleurs que le ministère des Transports pour piloter efficacement ce projet.